Si vous avez voulu acheter du matos informatique ces derniers mois, vous avez forcément remarqué quelque chose. Les prix ont explosé. RAM, carte graphique et même disque dur. Ils sont devenus 2 à 4 fois plus chers. La raison, ça n'est pas l'inflation ou la guerre. C'est plutôt l'appétit monstrueux des IA qu'on utilise chaque jour. Un effet domino assez complexe dont nous payons littéralement les conséquences. Pourtant, ce qui est troublant, c'est que cette pénurie n'est pas vraiment une surprise. Les mêmes fabricants qui contrôlent le marché ont déjà été condamnés il y a 20 ans pour s'être mis d'accord sur une hausse des prix artificiels. Alors forcément, on s'est posé la question, est-ce qu'on est en train de revivre la même chose ? Pourquoi on ne construit pas d'autres usines ? Et surtout, est-ce que ça va durer ? Notre invité Jean-Louis utilise 600 GPU dans son entreprise. C'est donc un sujet qu'il scrute de très près. Il va nous révéler qui tire les ficelles en coulisses, du fabricant de puces jusqu'à notre panier d'achat. Aujourd'hui, on parle de pourquoi les prix de l'IA vont continuer d'augmenter. Mais il reste un moyen d'avoir accès aux meilleurs modèles sans se ruiner. Ça tombe bien, c'est Mammouth AI, le partenaire de cette vidéo. C'est une plateforme qui vous donne accès aux meilleurs modèles d'IA au même endroit. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est le prix. Vous avez tout ça pour 10 € par mois en prenant l'abonnement annuel. Ça paraît fou quand on sait que ChatGPT tout seul, c'est 23 €. La liste est mise à jour à la sortie de chaque nouveau modèle, donc vous êtes sûr de ne rien rater. On vous a fait une vidéo avec Luc, un des cofondateurs, pour comprendre comment ils arrivent à faire ça. Et franchement, c'est assez smart. Le lien est en description et on reprend. Si on reprend un peu de la base de ce que la personne moyenne qui va sur Amazon va constater, c'est que les barrettes de RAM en particulier ont fait genre 4 fois en prix et en moyenne c'est allé de 2-3 fois. Comment on l'explique si on parle vraiment de la base ? En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et le point déclencheur de tout ça, ça a été l'arrivée de ChatGPT. Donc, on parle de novembre 2022. Donc, on dit, c'était il y a 3 ans. Ça fait pas si longtemps, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et en fait, il y a un phénomène qui est arrivé un petit peu avant. Ça s'appelait les Transformers. Les Transformers, ils ont un système particulier, c'est qu'ils consomment énormément de mémoire. C'est des grosses matrices de calcul. On a déjà parlé, on regarde les mots entre eux et on va tous les combiner. Et ça a amené qu'on avait besoin d'énormément de mémoire pour faire tourner les IA. Pré-ChatGPT, c'était des trucs un peu confidentiels. Qu'est-ce qui s'est passé avec ChatGPT ? Le monde a découvert qu'en fait, on pouvait parler à une IA et qu'on avait des résultats intelligents. Et il y a un type de mémoire qui est utilisé pour ça s'appelle HBM, pour High Bandwidth Memory, qui la mémoire à haute bande passante, on dirait en français, qui est nécessaire pour acheminer toutes ces données vers le GPU, faire son calcul et faire la communication entre le GPU et les modules de calcul dans le GPU. Donc la mémoire du GPU et les processeurs de calcul du GPU. Ok. Parce que moi, les trucs que je connais en tant qu'acheteur de matériel, c'est quand tu me dis mémoire, c'est à quoi je pense, c'est par exemple un disque dur, tu vois, ça on le connaît. De la RAM, si tu as déjà monté ton PC, voilà, c'est des petites barrettes, tu sais que tu en as besoin. C'est de la mémoire qui est volatile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vas pas stocker tes photos dessus, mais c'est nécessaire pour faire marcher ta machine. En fait, tu as les mémoires, on va dire, qui marchent au repos, ça s'appelle les NAND, N-A-N-D. Ouais. C'est pour les mémoires qui peuvent rester, c'est mémoires électroniques, donc plus les physiques, comme on avait sur les disques qui étaient plateaux, mais qui peuvent rester même quand tu n'as plus d'alimentation électrique. Ensuite, tu as les mémoires dynamiques, dont la RAM, les VRAM et les choses comme ça. Ce qu'on appelle la DRAM, si tu veux. Elles ont toute la même technologie derrière. C'est toute la même technique de fabrication. Donc entre la barrette de RAM et le GPU, il n'y a pas grande différence. C'est ce que tu utilises dans ton iPhone, c'est ce que tu utilises dans ton Mac, c'est ce que tu utilises dans ton GPU. Enfin, très proche dans ton GPU, assez proche. Mais globalement, ce sont les mêmes techniques. Et elles sont assez proches dans le sens où la fabrication de l'élément de base, elle est la même, mais la manière dont on va les combiner, elles vont être différentes. Une RAM, c'est comme un élément de Lego. Qu'est-ce que la différence entre la RAM et la VRAM, c'est globalement à peu près pareil, mais la HBM, ce qu'on utilise en IA, on va prendre des Legos et on va les empiler les uns sur les autres. Mais globalement, c'est la même chose. Sauf qu'il y a empile de la RAM. On va empiler des éléments de RAM entre eux, que tu fasses ce qu'on appelle de la 3D, et que tu fasses comme un immeuble. C'est comme dans une ville. La taille est limitée. Quand il n'y a plus de place pour les maisons, je fais des immeubles. Et donc, on a commencé à faire des immeubles de mémoire. C'est des trucs épais comme ça, et tu vas empiler des couches et des couches et des couches de RAM, puis tu vas percer avec avec une mèche qui est beaucoup plus fine qu'un cheveu, globalement, et tu vas percer les couches de RAM, et tu vas faire passer des éléments de cuivre, on va dire, entre la carte mère, on va dire, et toutes les couches intermédiaires de RAM. Donc en fait, tu construis une espèce d'ascenseur, si tu veux, qui est capable de livrer à chaque étage, mais tu as un ascenseur un peu unique. Donc le problème que tu as,
Si tu te plantes sur une maison, tu passes une pelleteuse, tu détruis la maison, t'en remets une, c'est pas très grave. Donc si tu pètes une barrette de RAM, tu pètes une barrette de RAM. Dans un immeuble, si tu pètes un étage, c'est l'immeuble complet qui se casse la gueule. Et donc un des gros problèmes qu'ils ont aujourd'hui dans la fabrication, c'est que chaque immeuble, chaque étage de l'immeuble a une probabilité de casser, comme toujours quand tu fais de la fabrication. Donc c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a très très peu de monde qui le maîtrise, parce que la RAM, ça se gère un peu. L'empilement de RAM, c'est très compliqué. Samsung a mis 10 ans à venir au même niveau que ceux qui ont inventé globalement les RAM, c'est Hynix. Et donc on a Micron derrière, mais Micron sont toujours pas prêts. Donc en moment, on a deux, et les deux, ils font ce qu'ils veulent. Ils décident leur prix, hein. Et le problème qui s'est passé avec l'IA, c'est ce qui fait augmenter le prix du matériel des consommateurs, c'est que comme les usines de fabrication utilisent les mêmes procédés pour tous ces composants, et qu'il y en a un qui rapporte beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de pression, ils ont tout simplement dit comment on peut faire plus de pognon avec la même type d'usine qu'on a aujourd'hui, et ils se sont orientés vers le matériel professionnel qui est principalement orienté vers l'intelligence artificielle. Pourquoi maintenant, en fait? Il y a un côté, tu l'as dit, ChatGPT, ça a quand même 3 ans. On sait qu'il y a besoin de GPU pour faire de l'entraînement en grande quantité. On a vu des grosses annonces de Meta qui a acheté des centaines de milliers de GPU Nvidia. Qu'est-ce qui explique que c'est maintenant que ça se produit? À l'époque de ChatGPT, ces mémoires spécialisées GPU IA, dont je parlais tout à l'heure, qui permettent de gérer les transformers, ça représentait 1,5% de la production des RAM. Ce type de RAM-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est 100%. En 3 ans, 100%. Ils ont coupé la fabrication des autres RAM. Donc, il y a certaines marques qui ont arrêté. Micron avec Crucial. Micron a arrêté sa marque de RAM grand public, qui s'appelle Crucial. Dans quelques mois, on ne pourra plus acheter de RAM neuve Crucial. C'est même fou. Et quand tu dis 100%, c'est-à-dire que toutes les usines aujourd'hui qui peuvent produire ce genre, les composants de RAM, sont uniquement occupées à produire de la RAM de GPU, en fait. Ouais. Les briques de Lego sont les mêmes. Donc, tous ceux qui fabriquent des briques de Lego, on dit, nous, on fabrique de briques de Lego. Après, à qui on le donne ensuite pour faire l'empilage de Lego, pour faire des systèmes de RAM plus complexes qu'on utilise en IA. Et ils ont tous décidé de dire, soit je prends des briques de Lego et je te les package, je les emballe, je les mets dans un petit papier, je l'envoie chez toi. Toi, tu vas me dire, je suis pas content de la brique, tu me la renvoies. C'est horrible à gérer dans le terme de chaîne d'approvisionnement. Soit j'en vends des tonnes de briques de Lego et je les construit pour des gens comme Microsoft, etc. Et eux, ils vont pas se plaindre et ils vont payer le prix fort. Et il y a des exemples d'Apple qui se sont positionnés sur des prix en amont. Donc, les professionnels et les industries sont moins embêtantes que les particuliers et les consommateurs. La chaîne d'approvisionnement est plus facile à gérer et les profits sont supérieurs. Donc, à un moment donné, l'équation, elle est assez simple. On redirige. Et Micron, qui est un des 3 fabricants, de RAM, qui était plutôt à la ramasse, ils ont que 5% du marché. Ils sont à la traîne, ils ont failli mourir il y a 20 ans. En 2000, ils ont failli mourir, c'était proche de la faillite. Eux, ils sont très très sensibles à les aspects économiques et donc du coup, eux, ils ont décidé de rediriger toute leur fabrication. Samsung fait globalement plus ou moins la même chose et Hynix, eux, ce sont les leaders et c'est eux qui ont inventé la HBM. Et ce qu'on a vu un peu sur justement dans les forums des gens qui pleurent sur le RAM, c'est que la responsabilité est globalement imputée aux géants de la tech qui font de l'entraînement massif sur des GPU. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer ? Il y a 2 sujets qui sont un peu conjoints, mais globalement, on revient au même problème, c'est l'entraînement de l'IA et l'inférence de l'IA. Donc l'inférence, c'est le fait de prendre des modèles et de donner un résultat, un modèle qui a déjà été entraîné et donner les résultats. C'est ce qu'on fait quand on tape sur ChatGPT. Et il y a l'entraînement, c'est d'ingérer des données et de faire l'entraînement des modèles. Donc les gens ont tout à fait raison. Après, ils sont aussi responsables parce que je pense que c'est les premiers à utiliser ChatGPT, je pense. Donc on est tous responsables. Et il y a eu 2 choses qui se sont passées. La première, c'est que les géants ont compris qu'ils devaient entraîner leurs propres algos et qu'ils devaient être autonomes sur leurs algorithmes, ingérer de la donnée massivement et entraîner de façon la plus efficace les modèles les plus gros possibles. Donc, pour vous donner un delta, ChatGPT 3.5, c'est à peu près 350 millions de paramètres. C'est à peu près ce qui se dit. Et sur le dernier, je crois que c'est 1,5 trillion, un truc comme ça. En fait, il y a un facteur de 10 entre les deux, pour faire simple. Il y a eu un facteur de 10 entre ChatGPT 3.5 et le 5.4. Mais du coup, ton 1,5 trillion de paramètres, il faut bien que tu les rendes quelque part. Non, je pense qu'on réalise pas effectivement le côté un peu mafieux qu'il peut y avoir en coulisses. Parce que là, il y a une sorte de catalysation où un business entier dépend de ta puissance de calcul. Ouais. Tes GPU, ils dépendent de l'existence de ces putains de puces de mémoire. Avant qu'on continue, petite parenthèse sur la chaîne d'approvisionnement. Parce que c'est un sacré puzzle.
À la base de tout, on a ASML qui fournit les machines de gravure ultra complexes. Donc sans elles, personne ne peut rien fabriquer. Ensuite, les concepteurs comme Nvidia ou AMD designent leurs processeurs graphiques et envoient les plans à TSMC pour lancer la production. En parallèle, ces mêmes concepteurs commandent des mémoires HBM chez l'un des 3 grands fabricants mondiaux, SK Hynix, Samsung ou Micron. Ces fabricants envoient leurs puces mémoire chez TSMC qui se charge de l'assemblage final. Ils prennent le GPU qu'ils ont gravé et ils viennent greffer la mémoire HBM par-dessus. Une fois le module terminé, le concepteur récupère le produit fini pour le vendre aux géants de l'IA. Et du coup, si on regarde un peu cette chaîne-là, qui profite le plus de cette situation ? Est-ce que c'est Samsung ? Est-ce que c'est les Nvidia avec ses GPU ? Le grand perdant, c'est nous. Déjà, on va commencer par le perdant. Parce que nous, nos prix, on n'a rien à vendre à personne. On n'a rien à refourguer à personne. On est les derniers en bout de chaîne. Si tu remontes là, on va plutôt le faire en remontant la chaîne. Donc, de nous qui sommes consommateurs qui payons un abonnement Netflix. On va faire quelque chose de simple. J'ai mon abonnement Netflix. Mon abonnement Netflix, il utilise quoi ? Il utilise du réseau. Le réseau, il a besoin de RAM pour exister. Il utilise de l'encoding vidéo, de l'encodage de vidéo, qui a besoin de mémoire et de carte graphique pour se faire, qui lui-même va être opéré par des gens comme AWS ou autres, qui ont besoin de GPU, qui vont aller se fournir auprès de Nvidia. AWS va se fournir auprès des fournisseurs de RAM, du coup, maintenant de VRAM, on va dire de HBM. C'est-à-dire que Nvidia ne négocie plus avec les fabricants de RAM ? Non. What ? L'année dernière, ils ont dit, il y a trop de tension sur la RAM. Vous, clients, vous allez vous alimenter auprès des fournisseurs. T'as une bagnole, il y a une tension sur les volants. C'est-à-dire qu'il y a les fabricants de volants, il te dit, moi je te vends la bagnole, tu te démerdes pour trouver le volant. Et tu dis, mais je peux pas la conduire si j'ai pas de volant. Il dit, tu te démerdes. Tu vas négocier avec les fabricants de volants. C'est dingue. Ces gens négocient directement avec Samsung, SK Hynix, etc. pour dire, je veux une place dans la chaîne d'approvisionnement. Peux-tu me provisionner tant de milliers ou de millions de Tera de RAM, et après ils vont voir Nvidia, c'est bon, j'ai négocié, je suis 4e dans le lot dans la liste. Il dit ok, moi je m'occupe de coordonner avec la fabrication, donc TSMC, et donc ton lot de livraison va arriver là, etc. Nvidia en fait sont tellement hégémoniques qu'ils refilent la patate chaude en fait. Ouais, c'est des faiblesses, et ça s'appelle faiblesse, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'usine de fabrication, et ils délèguent ça à la fabrication, et ils sont des détenteurs de propriété intellectuelle sur le design. Mais du coup, on vient les voir, ils s'occupent de la distribution aussi. Donc tu viens les voir, tu dis, je voudrais ça, ils ont leur partenaire de fabrication, ils vont les voir, mais ils disent, mais tu te démerdes pour la RAM. Donc toi, tu vas négocier. Donc AWS va négocier pour ça, va négocier près d'NVIDIA. Il y a un fabricant, ce qu'on appelle du packaging, donc de l'assemblage, qui va être aussi TSMC. Donc TSMC va fabriquer les puces, va aussi faire l'assemblage, et tu vas avoir des fabricants de RAM qui vont se mettre au milieu, d'accord ? Et derrière, il y en a toujours un qui s'appelle ASML. C'est une boîte de lithophotographie. C'est fait aux Pays-Bas. Et avec des Allemands aussi qui font les petits miroirs, mais c'est des grosses machines qui font du plasma et du laser et tout ça, pour globalement sur une plaque de silicium, vont être capables de faire comme une gaufre, un peu, ça ressemblerait un peu à une gaufre, une place de silicium, on appelle ça des wafers, et ils vont faire des trous et des bosses, on va dire, dedans, pour pouvoir faire ce qu'on appelle les gravures de ces systèmes-là qui vont permettre de mettre les transistors et les choses comme ça. Et globalement, ASML fait les machines qui coûtent des millions de dollars, qu'ils envoient aux fabricants de puces, donc voilà. TSMC, etc. C'est eux les premiers, on va dire, dans la chaîne, quoi. C'est les premiers dans la chaîne. Donc les grands gagnants sont les fabricants de RAM, ça c'est sûr, parce que pour ce qu'on appelle le même capex, donc le même investissement, ils vendent des produits avec beaucoup plus de marge. Oui, pour la même usine qui était déjà là. Après, ils ont annoncé chacun d'entre eux, Samsung et SK, ils ont annoncé chacun une usine, je crois, l'année dernière. Okay. Ouais. Mais c'est des usines qui coûtent peut-être 10 milliards ou un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs de fou. Mais ça sera ouvert dans longtemps. Je pense, 24 mois, 18-24 mois. Ils disent que jusqu'en 2028, on va avoir la pénurie. Ok. Et que les prix vont probablement stagner à ce moment-là. Donc, mais en tout cas, ceux qui se font de la thune, c'est la RAM. Entre guillemets, c'est un juste retour de bâton. C'est très cyclique, la RAM. Et c'est des gens qui ont pris cher pendant très longtemps. Et donc, ils avaient des modèles où ils perdaient beaucoup d'argent, où ils n'avaient pas de marge. Là, en fait, ils sont en train de se gaver. Tant mieux pour eux, quoi. TSMC fait évidemment de l'argent parce qu'il tourne à plein régime et il impose ses prix. Nvidia se gave comme toujours. Et ASML, je ne connais pas la situation d'ASML, mais j'imagine que leur carnet de commande est plein, quoi.
Oui, sur plusieurs Et alors, ce qui est drôle, c'est que les Chinois qui fabriquent les puces, ils fabriquent des équivalents de puces GPU pour l'IA en ce moment. Ok. Donc, ils ont réussi à reproduire globalement des puces de calcul parce que le problème des puces de calcul, c'est de concentrer la capacité de calcul sur une surface. Donc, si tu ne maîtrises pas très bien le 5 nanomètres, 3 nanomètres, 7 nanomètres, tu vas peut-être faire du 13. Enfin, tu vois, si tu ne maîtrises pas le 3, tu vas faire du 7. C'est OK. Là, le problème est un peu différent. C'est que quand tu veux empiler de la RAM, si tu sais pas empiler des étages, si tu sais pas fabriquer un immeuble, tu sais pas fabriquer un immeuble. C'est pas genre, je vais faire un immeuble plus gros. Non, ça marche juste pas, en fait. La barrière à l'entrée est énorme, en fait. Elle est énorme et c'est des process de fabrication. Tu mets 10 ans à être précis. Donc, même si nous, on voulait faire ça en Europe, on va mettre 10 ans à savoir faire des trous qui font 1 millième d'épaisseur de cheveux. On parle de ce genre de truc. Et donc, tu dois faire un trou d'1 millième d'épaisseur de cheveux qui traverse tout un immeuble de 15 étages. Donc ça prend 15 ans. Et donc, les Chinois ont toujours pas résolu ça et ils sont encore en train de négocier pour avoir de la RAM qui vient de l'Occident, entre guillemets, même si ça vient de Corée du Sud. Mais globalement, c'est très chaud, même pour les Chinois aujourd'hui. Parce que ça, c'est intéressant, je trouve, sur l'état du marché des GPU et de la puissance de calcul. On se dit dans les gagnants et les perdants, entre guillemets. Donc, on connaît évidemment Nvidia qui gagne toujours. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ceux qui font plutôt du développement maison sont à l'abri dans cette guerre? Donc, par exemple, on sait que Google, ils ont leur propre TPU, leur propre puce pour les Transformers. Est-ce qu'ils sont à l'abri dans cette battle ou pas plus que ça? Ils sont plus à l'abri d'un point de vue modèle économique, ils sont pas à l'abri d'un point de vue chaîne d'approvisionnement. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas dépendants de Nvidia, globalement. Ou de AMD, Oui, bien sûr. ou de gens comme ça. Ils sont pas dépendants de gens qui ont les plans de fabrication. Parce que eux maîtrisent leur plan de fabrication. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils sont pas dépendants, c'est que eux ne vendent pas à un consommateur de fin. Ils ont caché ça dans leur coût. Donc, quand tu prends du Gemini, si tu veux, t'achètes du Gemini. D'accord? Quand tu t'appelles Amazon, tu vends une carte. Tu vends une A100, tu te vends une H100, etc. Donc, si tu veux, le coût de vente, il est directement lié à tes coûts d'opération. Là où Google, il va pouvoir cacher ça dans ses coûts d'opération à eux, tu vois. Donc, les TPU, avant, c'était des SRAM, donc plutôt des RAM comme ce qu'on voit sur la table, des RAM qui étaient plutôt traditionnelles. Et là, par contre, les dernières générations, je crois que les 2 dernières générations, elles ont quand même du HBM. Donc, vous savez, ils ont quand même besoin de ces RAM verticales, on va dire. Et donc, eux aussi, ils sont moins pris à la gorge, mais ils le sont pris quand même. Ils subissent pas l'inflation des prix de Nvidia. Exactement. Mais ils subissent quand même l'inflation les HBM. Okay. Et ils subissent quand même aussi la chaîne d'approvisionnement. Parce que quoi que tu fasses, il y a un nombre de plots qui sont disponibles sur la chaîne. Il faut qu'ils négocient à quel moment ils vont rentrer dans la chaîne de fabrication. Pour illustrer un petit peu à quel point cette histoire de file d'attente et de chaîne d'approvisionnement, ouais. Parce que ça peut paraître un peu boring, entre guillemets, comme question. Mais en fait, il faut réaliser ce qui se passe derrière. C'est, par exemple, tu donnais l'exemple de Apple. J'ai vu passer dans un article que dans leur négociation avec Samsung pour obtenir donc la RAM nécessaire à la construction de leur machine, Samsung était arrivé en espérant, dans leur négociation, commencer à un plus 100% sur le prix et arriver entre les deux, quoi, dans la négociation. Sauf qu'en face, apparemment, Apple a dit c'est d'accord, x2 sur le prix. Direct. On ne négocie pas. Juste, c'est trop critique pour négocier quoi que ce soit, quoi. En fait, je pense qu'on s'est habitué en tant que consommateur à avoir un prix de la technologie qui continuait de baisser depuis peut-être 20 ans, un truc comme ça. Parce qu'on a fait que miniaturiser, etc. Sauf que là, on est arrivé à un point où la chose s'inverse et que les gains espérés sur l'intelligence artificielle sont tellement forts que maintenant, il y a une pression d'achat par les entreprises qui est absolument énorme. Et la tendance s'inverse, c'est l'offre et la demande tout simplement. C'est l'équivalent d'une économie de guerre, si tu veux. L'acier, tout le monde s'en fout un peu tout le temps, sauf quand il y a une guerre où il faut fabriquer des chars et l'acier remonte. Et c'est une question d'économie de guerre. Et on est dans une économie de guerre, quoi qu'on en dise. C'est le cas sur la RAM, sur le GPU, sur les fabs. Et ça va pas aller en s'améliorant. Et quand c'est une économie de guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu avais, je sais pas, des outils qui étaient en acier chez toi. Tu vas plus les avoir en acier. Tu auras des substituts en tant que consommateur. Puisque globalement, tout est mis au profit de la guerre. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va nous rester, nous, en tant que consommateurs, en substitut de ces RAM-là? Et alors? J'en ai aucune idée parce que tu as un effet marketing qui se passe de ces entreprises. Ça veut dire que si on est les premiers à se plaindre que Siri c'est pourri, etc. Qu'est-ce qui se passe si Apple ne sort pas une génération de puces qui est capable de faire de l'IA
et qui perdent des parts de marché par rapport à Samsung. Et donc, en fait, c'est un peu con parce que tu as un élément marketing qui est de dire notre téléphone sait faire ci ou ça, mais tu vas utiliser combien de fois l'IA dans ta journée? Franchement. Jamais, quasiment jamais. Allez, 3 fois dans la journée, tu vas utiliser l'IA. Donc, tu as pris une puce, tu as pris la capacité de calcul qui aurait pu être mis en commun dans le cloud et tu l'as mis dans ta poche pour l'utiliser 3 fois par jour maximum pour des arguments commerciaux et des arguments de part de marché. Donc, je pense qu'à un moment donné, la limite, elle va être atteinte. D'ici 2028, ça va se stabiliser a priori. Mais je pense que les prix vont de toute façon augmenter. Donc, je pense que l'iPhone 17, c'est le seul qui va être abordable à 1300 balles. Mais je pense que la suite va faire qu'augmenter. Je trouve qu'il y a un truc qui pareil, pour illustrer justement l'ambiance qu'il peut y avoir, c'est de présenter un peu plus aussi les fabricants, parce qu'on est passé un peu rapidement dessus. Mais les trois fabricants principaux, c'est quand même, de base, c'est pas forcément des enfants de cœur. Tu disais, c'est un peu cyclique. Ouais, non. C'est-à-dire qu'ils ont pris cher récemment, mais si on remonte un peu avant. Alors, 20 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans? Vas-y. En fait, ils ont été pris en flag à faire des trucs de ouf. Il y a 20 ans, la presse a appelé ça le cartel de la RAM. Donc, c'était différents acteurs. Donc, il y avait ces 3 acteurs, il y en avait quelques autres aussi. Et en fait, on a découvert que les fabricants s'entendaient sur les prix. Donc, sur les prix qu'ils vendaient à HP à l'époque, Apple, Dell, etc. Et en fait, ça veut dire que toutes les semaines, les commerciaux s'appelaient. On fixe le prix cette semaine à temps pour la RAM. Et donc ça, évidemment, c'est une entrave à la concurrence, quoi. Et donc, a priori, c'est Micron qui aurait un peu révélé à la justice américaine qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans les acteurs de la RAM. Et donc, du coup, ils ont été condamnés. Il y a eu des grosses condamnations. Pas Micron, hein. Micron n'a pas été condamné. Mais justement, Micron, vu qu'il a un peu il a lâché. Le deal, Micron, c'est le seul à pas avoir été Ils ont balancé. C'est le seul à pas avoir été condamné. Le mec qui est pas condamné, non, c'est pas moi qui ai parlé. Exactement. Et tous les autres ont été condamnés à des grosses amendes en millions de dollars et aussi à de la prison. Il y a des... Oui, le dirigeant de Samsung Memory. Mais en fait, plusieurs ont fait plusieurs mois et celui qui a fait le plus de mois de prison, c'est le dirigeant de Samsung Memory à l'époque, condamné à 14 mois de prison. Donc c'était un gros truc, on s'en souvient pas parce que c'était au début des années 2000, mais il y avait déjà une belle histoire autour de la RAM et le marché, je pense que depuis s'est consolidé autour de ces 3 acteurs. Il y en avait 2-3 en Europe et ils ont fait faillite, donc on avait quand même des choses en Europe, mais comme d'hab... Moi, c'est un truc que avant l'émission, quand on préparait, je discutais justement avec l'équipe qui construit ces racks là, et un truc qui je trouve intéressant, c'est que cette ambiance là, comme tu disais, ce truc étrange, le sentiment que ça fait depuis 20 ans qu'on a l'impression que le hardware baisse, il a été remis en question en si peu de temps, j'ai l'impression. Ouais. Et je me suis étonné à découvrir que plein de devices que j'avais acheté, tu vois, il y a 1 an ou autre comme ça, avaient tous augmenté en prix. Alors que d'emblée, tu te dis que ça n'a pas de rapport justement avec l'approvisionnement de la RAM. Tu vois. Bon, il y a évidemment, nous dans ce qu'on achète, par exemple, on achète de la RAM, c'est ce qui a pris le plus cher. On achète des GPU, donc là des 5070 Ti qui est ici. Ça, par exemple, Nvidia ne les fait plus. Ils ont discontinué la ligne parce que ils privilégient. J'imagine les trucs où ils font le plus de marge. J'ai un vidéoprojecteur pareil que j'ai acheté genre il y a 2 ans. J'étais en mode mais pourquoi il a augmenté plus cher aujourd'hui? Il coûte normalement tout. Tu sais, tu t'attends à normalement ouais, dans notre inconscient que tout ce que ton hardware se déprécie rapidement, qu'il devienne obsolète rapidement. Et là c'est l'inverse. C'est-à-dire que le truc que j'ai acheté il y a 2 ans a augmenté de prix aujourd'hui. Et pareil sur des SSD, tu te dis ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. Même nos SSD, là on achète des SSD de 4 Tera je crois chez Samsung, ils ont pris 50% en prix sur les derniers mois. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est économie de guerre, on en revient à la même chose. Imagine-toi les Russes, d'accord, on va prendre les Russes pour faire simple. Ils ont des vieux avions, ils valent rien leurs avions, d'accord, t'as une compagnie qui a acheté des vieux avions, ça vaut rien. Si maintenant tu coupes tout, la Russie, d'approvisionnement de toutes pièces de rechange, bizarrement tes vieux avions dans le hangar ils multiplient par 4 leur prix. Pourquoi? Parce que cette pièce-là du réacteur, en fait, il n'y en a plus. Donc, en fait, je vais aller les chercher aux endroits où ils sont. Donc, c'est l'offre et la demande. Mais pourquoi les SSD et les vidéoprojecteurs coûtent plus cher, tu vois, en mode... Alors, les SSD, c'est à peu près clair parce que c'est globalement, c'est les mêmes process que ce que j'expliquais. C'est des histoires de RAM, c'est globalement plus ou moins les mêmes types de machines, les mêmes types d'usines, les mêmes types de personnel. Quand bien même, c'est pas de la même volatilité. C'est pas la même, mais ça reste sur des chaînes d'approvisionnement qui sont globalement plus ou moins les mêmes. Okay. Donc, t'as quand même ce sujet-là. Et après, sur les vidéoprojecteurs, t'as beau avoir un vidéoprojecteur, il faut une puce de calcul, il faut une puce de décodage de la vidéo, une puce qui va réencoder la vidéo, une puce qui va... Donc, de toute façon, t'as du matériel dedans. Je vais te donner une idée du prix de la RAM pour un GPU pour que tu te fasses une idée de cet impact-là, parce qu'on a l'impression que c'est tout petit, mais dans un GPU, t'as à peu près 50% du prix qui va être la puce de calcul, 50% qui va être la RAM. D'accord? Ah ouais, putain.
Donc tu vois, même sur le GPU ça, donc quand tu te figures ça, quand tu comprends ça, quand tu ramènes ça au projecteur, je sais pas combien coûte le plastique, ni le PCB, donc le circuit imprimé, etc. Mais tu te dis, si c'est ces ratios-là dans le GPU, c'est quoi les ratios à l'intérieur d'un vidéoprojecteur pour la RAM, le décodeur vidéo, etc. Il suffit que le truc fasse x3, t'as explosé la marge peut-être de 15%, tu prends 15% en tant que client. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est quoi ton truc? Tu vas dire non, je l'achète pas. Non, t'en as besoin. Tout le monde augmente ses prix parce que tout le marché monte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire on arrête d'en acheter? Non, t'en as quand même besoin. Donc à la fin, tu payes, quoi. C'est du racket. D'une certaine manière. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Moi, j'ai un truc qui peut être positif quand même, qui a un effet de bord non voulu, mais qui peut être en réalité assez positif. C'est le fait que si c'est la première fois depuis quelques dizaines d'années que les composants justement commencent à coûter un peu plus cher, c'est qu'ils ont plus de valeur aussi, et c'est que on va être plus incité à mieux les utiliser. Et moi, j'ai un truc que tu constates dans le logiciel, si t'es développeur depuis longtemps, c'est on appelle ça l'unchitification, mais je sais pas comment on pourrait le traduire, mais l'emmerdification du logiciel, qui est le fait que on va beaucoup moins sacraliser les capacités de calcul et de stockage qu'on a à disposition. Et donc, aujourd'hui, globalement, tu veux développer une appli ou un truc comme ça, tu considères que la RAM, c'est un truc qui est en illimité, tu fais ce que tu veux avec, tu t'en fous, dans tous les cas, ça coûte rien. La puissance de calcul, t'es pas obligé d'optimiser plus que ça ton logiciel. Et peut-être que justement, le fait que la RAM, c'est plus illimité, que ça coûte plus cher qu'avant, dans le choix des technos, et c'est un truc qui peut être justement paradoxalement conjoint avec l'arrivée des meilleurs modèles d'IA et compagnie. Exact. C'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, justement, d'aller développer sur des langages natifs. Oui. Tu peux regarder, justement, c'est assez marrant de voir les différents assistants développés par OpenAI et Anthropic et compagnie. Anthropic, qui sont sur du JavaScript pour Claude Code, alors que OpenAI, ils ont développé leur truc complètement en Rust. Attends, leur codex, c'est en Codex, Rust? c'est full Rust. Et tu regardes juste l'empreinte sur ta machine, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Tu ouvres 5 Claude Code, t'es en PLS, ton ordi il est mort. Ça se trouve, ça peut compenser l'augmentation du prix, tu vois. À la fois, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais, ça peut générer le problème et être en partie la solution. Trop bien, merci beaucoup Jean-Louis. Merci à vous les gars. Avant de vous quitter, j'ai un petit message pour tous ceux qui aimeraient simplifier la production de vidéos dans leur entreprise. Vous allez forcément être intéressés par nos studios autonomes. Ce sont des studios professionnels complètement automatisés qui peuvent être installés dans votre entreprise. C'est exactement ce qui fait marcher le studio d'Underscore. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique ou en audiovisuel peut, sans devoir appeler un technicien, se rendre dans la salle qui a été équipée, allumer le studio en un clic et repartir avec son émission montée. L'interface de contrôle est ultra simple, les changements de plan se font en temps réel et le studio regorge de fonctionnalités intelligentes. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo complète qui présente toutes les fonctionnalités. Je vous mets ça en description et je vous dis à très bientôt.